Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro de Vous à moi. Notre invitée du jour est présidente de ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne. C'est une fêtière qui regroupe plusieurs organisations de la société civile agissant dans le domaine des droits humains. Elle est en liberté provisoire depuis le 28 avril 2021 après avoir passé 8 mois à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, accusée entre autres de troubles à l'ordre public et d'atteinte à l'autorité de l'État. Licenciée par son employeur pendant sa période de détention, elle se consacre aujourd'hui entièrement à ses activités de leader de la société civile. Elle est engagée aujourd'hui dans la lutte contre la cherté de la vie et dans le programme de réconciliation nationale qu'elle a initié. Qu'est-ce qui fait courir Pulchéri Edith Gbalé? C'est ce que nous tenterons de savoir au cours de cette émission. Pulchéri Gbalé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Tout de suite, j'ai envie de vous demander, on vous sent toujours incisive vis-à-vis du pouvoir. Vous avez envie de retourner en prison? Mais personne n'a envie d'être en prison. Je ne fais que dénoncer ce qui ne va pas dans la gouvernance du pouvoir. Sinon, ce n'est pas que je sois si incisive que ça. Quand il y a des décisions qui sont bonnes, je les salue aussi. Comme quand la ministre Mariatou a pris les rênes de l'éducation nationale, elle a pris certaines décisions qui ont été salutaires. Et donc là, on l'a félicitée. Il y a aussi le ministre de la Santé qui fait du bon travail en matière d'infrastructures sanitaires. Il s'est raconté beaucoup de choses autour de votre séjour carcéral. Oui. Y avez-vous subi des sévices, des maltraitances? Non, c'est l'arrestation qui n'a pas été régulière puisque on nous a enlevés au lieu de nous arrêter. Et c'était des personnes qui étaient masquées, qui étaient violentes, tant dans les propos que dans les gestes. Mais sinon, en prison, il n'y a pas eu de problème majeur. Après plus de 20 années passées en tant que sociologue au BNET, vous avez été licencié. Vous n'avez plus d'emploi aujourd'hui. Oui. Comment financez-vous toutes ces activités que vous menez? Il y a des Ivoiriens de bonne volonté qui comprennent le sens de la lutte que nous menons, qui nous apportent un appui. Vous financez tout ça à partir des appuis des mécènes? Mécènes, c'est trop dire, mais disons de citoyens qui sont engagés dans la même lutte que nous. De vous à moi, dites-nous tout. Vous n'avez pas d'appui de l'opposition, PDCI, PPACI, personne ne vous aide? Je dis que ce sont des citoyens ivoiriens qui m'aident. Maintenant, certains citoyens ivoiriens du PDCI et du PPACI? Non, je dirais même de tous les bords. Quelles sont vos réelles ambitions? Nous, on travaille pour que les Ivoiriens se sentent mieux, pour que la société ivoirienne soit mieux gouvernée. Et donc, l'ambition première, c'est vraiment de contribuer à stabiliser notre société. C'est pour cela que nous travaillons sur la réconciliation, mais à faire en sorte aussi que tous les citoyens soient traités vraiment de façon égale et que tout ce qui est mal gouvernance se corrige. D'accord. Vous n'avez pas un poste ministériel en ligne de mire? Non, non. On travaille dans un gouvernement avec lequel on est dans le même esprit. Je ne saurais travailler... non, c'est pas ce que je vise. D'accord. Vous n'êtes pas dans le même esprit que le gouvernement en place? Non. Vous n'êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir. On aimerait bien savoir comment vous situez dans le paysage politique ivoirien. Dans le paysage politique en général, on a 3 acteurs majeurs. Le pouvoir et l'opposition qui sont censés rechercher à diriger le pays. Mais on a aussi la société civile qui justement n'est ni du pouvoir ni de l'opposition et qui joue un rôle de contrôle de l'action publique. Donc nous nous situons dans l'arbitrage de la gestion gouvernementale. Cet arbitrage, vous arrivez réellement à le faire? Oui, puisqu'on s'exprime sur ce qui ne va pas maintenant. Reste à savoir si le pouvoir veut vraiment prendre en compte ce que nous disons qui est censé contribuer à l'aider. D'accord. Si le pouvoir ne prend pas en compte, ça veut dire que la société civile ivoirienne n'aura pas de poids. Vous êtes en train de nous dire que le poids que vous devez avoir dépend de la bonne volonté du pouvoir? Pas vraiment, parce que comme vous avez pu le constater, nous nous exprimons et nous avons des moyens de pression sur le pouvoir. Quels sont-ils? Ce sont les déclarations, les manifestations, les conférences de presse. Il y a plusieurs sortes. Tout moyen démocratique est un moyen de pression sur le pouvoir.
À propos des moyens de pression, justement, votre appel en 2020 à manifester contre un mandat supplémentaire de M. Alassane Ouattara à la tête de notre pays, est-ce que c'était si innocent que ça ne cachait pas une volonté de subversion? Non, non, pas du tout. En fait, depuis que nous avons commencé, nous, à travailler au sein de la société civile, un de nos objectifs, c'est de rendre la société civile forte. Et donc, dans ce rôle de surveillance de la vie publique, il est de notre devoir de veiller à ce que les lois soient respectées. Et selon la Constitution, il n'était pas autorisé à faire un troisième mandat. Et c'est pour cela que nous nous sommes levés très tôt, dès que nous avons appris le décès de feu Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, nous avons déjà commencé à mobiliser contre le troisième mandat. Donc notre volonté était de faire respecter la Constitution, pas autre chose. Si c'était à refaire aujourd'hui? Mais je le referai. Aujourd'hui, après votre sortie de prison, votre audience baisse. Ah bon? Oui, passé l'euphorie, on a l'impression quand même que vous êtes moins suivi. Vous n'avez pas peur que votre combat, finalement, s'achève par un coup d'épée dans l'eau? Bon, je ne sais pas quels sont vos indicateurs, mais ce que il nous a été donné de constater, vu l'audience que nous avons sur notre page officielle, notre audience croît plutôt depuis notre sortie de prison, parce qu'avant la prison, plusieurs ne nous connaissaient pas. C'est la prison qui nous a révélé, et même plusieurs nous saisissent sur des questions diverses par rapport aux injustices, aux abus ou à des situations même personnelles qu'ils vivent. Vous êtes l'un des fers de lance de la lutte contre la vie chère. Cela vous a valu d'être convoqué par le général Kouyaté, directeur général de la police nationale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette entrevue? Il nous a convoqués pour comprendre pourquoi est-ce que nous avions lancé le mot d'ordre du 15 avril, et nous lui avons expliqué que le gouvernement se moquait un peu des Ivoiriens en prenant des mesures qui n'étaient pas respectées sur le terrain, certaines même qui n'étaient même pas appliquées par le gouvernement lui-même. Et donc, comme nous faisions des propositions qui n'étaient pas prises en compte, il était important, et c'est ce que je disais tantôt, de faire pression sur le gouvernement en lançant ce mot d'ordre-là afin de nous faire écouter. Et je pense que ça a porté, puisque le 8 avril qui a suivi, le ministre du Commerce nous a invités à une séance de travail au cours de laquelle il a proposé que nous travaillions ensemble sur un groupe de travail tripartite entre nous, la FENACSI et le Conseil de lutte contre la vie chère, qui est une structure qui est logée au sein du ministère du Commerce. Vos rapports avec le pouvoir se sont améliorés, on a l'impression. Bon, améliorés, on peut le dire ainsi, puisque maintenant on communique quand même. Donc ça va, et si on a créé ce groupe de travail tripartite, on peut le dire. Parlez-nous maintenant de votre programme inclusif de réconciliation. Comment ça se passe? Avant le comment ça se passe, j'aimerais expliquer pourquoi le programme. Parce qu'on a constaté que les politiques, qu'ils soient de l'opposition comme du pouvoir, ont fait de la réconciliation un slogan. Depuis les premières crises, même en 2001, je crois, on a eu le forum de la réconciliation, mais jamais on n'a eu de stratégie concrète pour nous mener à cette réconciliation. Et en même temps qu'on parle de réconciliation, on prend des décisions, on pose des actes qui vont à l'encontre de cette réconciliation. Donc il était important que nous, en tant que société civile, avant les prochaines échéances électorales, nous élaborions ce programme-là pour le mettre en œuvre afin d'obliger tous les acteurs à définir une stratégie consensuelle pour la réconciliation. Donc, pour revenir à votre question, ça se passe bien, ou du moins relativement bien, parce que nous ne sommes pas subventionnés. Notre programme comporte 10 projets. Le premier est censé faire une tournée nationale pour écouter les Ivoiriens, pour identifier toutes les sources de conflits à travers le pays. Donc nous avons commencé, nous venons même de boucler la 3e étape dans la région du Boukani. Vous êtes au four et au moulin, vous avez de nombreuses activités, oui. Ça doit être très absorbant. Est-ce que ça vous laisse le temps pour une vie de famille? On est obligé d'être au four et au moulin parce que rien ne va dans notre société.
Nous avons 3 chevaux de bataille. On a la réconciliation, on a la vie chère, mais on a aussi les droits humains. Et il y a tellement d'injustices, tellement d'abus, qu'il faille bien que certains se sacrifient pour pouvoir adresser toutes ces questions. Donc on a quand même une vie de famille parce que la famille comprend ce que nous faisons. En général, les week-ends, je trouve quand même du temps pour la famille. D'accord. Un homme dans la vie de Pulchéry? Non. Pas d'homme dans votre vie, donc un cœur à prendre? Non plus. Comment? Ben, le moment venu, vous serez informé. Vous avez des engagements que vous nous cachez? Non, pas du tout, je n'ai pas d'engagement. Pulchéry Balé, votre mot de fin? Pour mon mot de fin, j'aimerais m'adresser d'abord aux politiques en général, parce qu'ils ont pris l'habitude de ne pas respecter les lois, de ne pas respecter les règles, font des dégâts sur le terrain. Il nous a été donné de constater que dans toutes les régions du pays, même au nord d'où on vient récemment, on ne respecte plus les us et coutumes dans la désignation des chefs, alors que dans nos lois, la succession est clairement, on va dire dans nos coutumes, la succession est clairement définie, mais pour des raisons politiques, il y a des déstabilisations, on a des villages où on a 2, 3. Là, il nous a été donné même de voir un village où il y a 5 chefs, c'est quand même exagéré. Donc, on voulait vraiment demander aux politiques de donner l'exemple. C'est vraiment très important. Parce que dans notre pays, depuis le sommet de l'État jusqu'au dernier des citoyens, on manque de civisme. Aux citoyens, on aimerait dire que vraiment, il faut être plus responsable. Nous prônons la notion de pro-Côte d'Ivoire parce que nous voulons que les citoyens soient délivrés du culte de la personnalité. Il n'est pas normal qu'on suive un homme politique au point de faire aveuglément tout ce qu'il dit. On doit pouvoir faire la part des choses entre ce qui nous arrange, ce qui est bon pour notre pays avant de prendre une décision. Donc on voulait vraiment exhorter les citoyens à être beaucoup plus responsables. Merci. Merci amis internautes de nous avoir suivis. C'était De vous à moi avec Pulchéry Balé. À bientôt pour un autre numéro.